De l'homme futur, une émission de Bernard Latour. Ce soir, 8e et dernière émission. Problème de civilisation, le principe féminin, le rationnel, l'irrationnel. Voici la dernière de nos émissions consacrée à l'œuvre de Carl Gustav Jung. Cette émission porte le sous-titre de l'homme moderne, c'est-à-dire que nous allons nous efforcer de situer l'homme dans la société contemporaine et de voir l'apport de la psychologie de Carl Gustav Jung à cette société, à cette civilisation contemporaine, à travers les difficultés dues aux mutations qu'elle connaît. Notre émission d'aujourd'hui va donc présenter un caractère un peu exceptionnel pour ceux de nos auditeurs qui ont suivi cette série d'émissions. En effet, lors de la première partie de notre rencontre, nous allons évoquer le problème de la femme moderne, car enfin, notre monde contemporain est un monde essentiellement basé sur des principes masculins. Et tout au long de nos émissions, sauf lorsque nous avons évoqué la notion d'animus, nous avons nous aussi sacrifié à cette mode contemporaine qui veut que ce soit essentiellement à travers la psychologie de l'homme que l'on s'efforce de résoudre les problèmes de la psychologie de la femme. Or, nous l'avons vu tout au long de nos émissions. Une notion fondamentale, essentielle de la psychologie de Carl Gustav Jung, c'est, après l'opposition des contraires tels que notre société les éprouve depuis des siècles, la conjonction des contraires et par conséquent l'enrichissement de l'homme à travers l'opposé de ce qu'il connaît actuellement. Société contemporaine donc basée essentiellement sur la notion masculine. Et c'est pourquoi, avant que nous ne terminions notre étude sur l'œuvre de Carl Gustav Jung, il était capital de nous pencher sur la psychologie féminine, car il s'agit d'un tout autre problème que celui du problème individuel de l'âme féminine. Problème capital, problème essentiel. La femme, elle aussi, a autant que l'homme le droit de voir ses problèmes psychiques individuels résolus. Mais, lorsque nous parlons du féminin, nous entendons aussi le féminin dans la conception qu'a une société, qu'a une civilisation de sa vie. Or, au nom de principes moraux, au nom de principes religieux, la femme a été pendant des siècles reléguée. Elle retrouve maintenant sa place et il était capital à la fin de notre série d'émissions sur l'œuvre psychologique de Carl Gustav Jung d'aborder le problème de la réintégration du féminin dans notre vie. Donc, dans la première partie de cette émission, un aspect très pratique, celui de la réintégration de l'éros dans la vie quotidienne. Puis, dans la seconde partie de notre émission, nous aborderons le problème de la psychologie de Carl Gustav Jung à travers les mutations, les insuffisances, les difficultés de notre société contemporaine. C'est-à-dire que nous nous replacerons alors sur un plan philosophique théorique et que, au-delà des problèmes psychologiques individuels que nous n'avons cessé d'évoquer lors de nos émissions précédentes, nous nous efforcerons d'effectuer une synthèse sur un problème de société, sur un problème de civilisation. Pour ceux de nos auditeurs qui, ce soir, prendraient pour la première fois l'écoute de cette émission de Carl Gustav Jung, elle pourra peut-être leur apparaître quelque peu décousue, mais il faut bien la situer dans le contexte d'un ensemble d'émissions consacrées à l'œuvre du psychologue suisse, dont l'émission de ce soir est la 8e et dernière. Mais tout d'abord, j'ai demandé à Gilbert Durand, professeur d'anthropologie à l'Université de Grenoble et au Centre de Chambéry, de nous faire part de son expérience d'homme et de pédagogue en contact permanent avec des jeunes, dans le jugement qu'ils portent sur notre société. Nous avons, nous, occidentaux, la puissance matérielle, une puissance écrasante, redoutable, qui est symbolisée par la bombe atomique et ses dérivés, bien sûr. Nous avons une puissance de production qui nous permet d'être facilement, en apparence, les maîtres du monde. Et, cependant, nous sommes insatisfaits. Je dis nous, car tout de même, il y a toute une jeunesse qui est insatisfaite et dont il faut tenir compte. Cela ne rime à rien de dire, mais cette jeunesse a tout ce qu'elle veut. Elle a le confort, elle a la science, elle a tout ce qui, apparemment, pourrait la rendre heureuse. Mais l'essentiel, c'est qu'elle ne soit pas heureuse. C'est ça, n'est-ce pas, le problème ? Or, je crois que de nos jours, peu à peu,
une mauvaise conscience se fait jour chez nos scientistes, chez nos technocrates, et c'est fort heureux. Une mauvaise conscience qui se demande, qui se pose ce problème fondamental, ce que l'homme recherche, qu'est-ce donc? Est-ce un confort indéfini, cette fameuse société de consommation, n'est-ce pas, qui n'a pas de limite, qui est un gouffre béant, n'est-ce pas? Lorsqu'on a un transistor, on en veut 3, lorsqu'on a un appareil de télévision, on en veut un plus perfectionné, etc., etc. C'est un des aspects, mais on a cru longtemps que c'était l'aspect essentiel. On a confondu, si vous voulez, l'évolution spirituelle, l'évolution du soi de l'homme, avec le progrès technique et le progrès juridique et bureaucratique des sociétés. De nos jours, on commence à se rendre compte que ce n'est pas la même chose, et on commence à se rendre compte, non pas à quelques rares niveaux de quelques rares penseurs, mais j'allais presque dire, bien que je n'aime pas cette expression, dans la masse. Dans la masse, et spécialement, disons-le, chez les jeunes gens cultivés, qui se rendent compte que leur culture ne satisfait pas leurs besoins fondamentaux. Alors ils vont à Katmandou. Ils vont à Katmandou, et je dis c'est bon signe. C'est bon signe. Non pas qu'il faille aller à Katmandou, je n'y vais pas moi-même et je n'irai pas, mais on peut trouver Katmandou ici, n'est-ce pas, ici présent. Il n'y a pas besoin d'aller au Népal. C'est-à-dire on peut trouver des valeurs humaines que notre civilisation avait occultées, et qui sont là, bien présentes, n'est-ce pas? Et pour ne pas être réactionnaire, il faut être conservateur. Je crois que c'est cela, n'est-ce pas? Et conservateur de ces valeurs fondamentales qui sont des valeurs simples, des valeurs de bonheur, des valeurs de petites choses que souvent notre appareillage technique nous masque. Et finalement, des valeurs fondamentales qui sont ces problèmes que pose notre réflexion sur la vie et sur la mort. Eh bien, cela, je crois que nous sommes, à travers nos civilisations si rigides, si grandioses, si carapassonnées d'appareils ménagers, d'appareils militaires, ces civilisations qui sont celles du confort et de l'apocalypse. N'oublions pas, et je n'oublie pas pour ma part, ayant été un des chefs de la résistance française, je n'oublie ni les camps nazis, ni la civilisation concentrationnaire. Elle est un apanage de notre technique. N'oublions pas que notre technique peut faire du savon avec des hommes. Elle l'a fait. Elle l'a fait entourée de techniciens, de technocrates, de savants, de même que le psychanalyste freudien va rechercher le moment où le premier traumatisme a bloqué et permet les régressions. Eh bien nous, il faut nous demander à partir de quel moment nous avons bloqué notre âme. Nous avons bloqué l'âme d'une culture aussi bien que l'âme individuelle, n'est-ce pas? Nous avons bloqué le développement satisfaisant de l'homme en nous. Et il faut corriger ces points de blocage. Et ils sont nombreux, n'est-ce pas? Ils datent de la nuit de notre civilisation, mais surtout ils sont intensifiés à partir du XVIIe, XVIIIe siècle, XIXe siècle, où nous avons pris progressivement conscience que nous payons quelques libérations de beaucoup d'aliénation. La dualité est cause directe d'enrichissement, comme nous le rappelle Carl Gustav Jung dans Psychologie et Éducation. La vie éternellement changeante de l'âme représente une vérité plus forte, mais aussi moins confortable que la sécurité rigide d'une doctrine. Cela ne simplifie pas le problème de la psychologie. Pourtant, cela nous délivre du cauchemar du « ce n'est que », ce leitmotiv inéluctable de l'unilatéralité. Mais la dualité, n'est-ce point pour commencer le problème de l'homme et de la femme? Et voici d'ailleurs à ce sujet ce que Carl Gustav Jung écrit dans Problème de l'âme moderne. La discussion du problème sexuel n'est que l'amorce quelque peu brutale d'une question infiniment plus profonde devant laquelle pâlit son importance, celle des rapports spirituels entre les deux sexes. Avec elle, nous pénétrons réellement dans le domaine de la femme. La psychologie de la femme repose sur le principe du grand Eros qui unit et sépare, tandis que l'homme s'attache depuis toujours au logos comme principe suprême. La situation de la femme dans notre société
et ce qu'elle représente précisément au titre de l'éros et du sentiment, est un des problèmes fondamentaux de notre époque, et nous allons l'aborder maintenant au cours de cette émission. Tout d'abord, je vous propose d'écouter un extrait de l'interview que j'avais enregistrée à Londres auprès du docteur Adler. This anima problem has played a particular part in the development of women. Ce problème de l'anima a joué un rôle particulièrement important dans l'émancipation des femmes. Pendant des siècles, les femmes ont dû servir de support à cet anima que les hommes projetaient sur elles. Elles n'ont jamais été acceptées comme des êtres à part entière. Vous connaissez le vieil adage selon lequel la femme doit se taire à l'église, ou celui qui dit que la femme n'a pas d'âme. Je ne crois pas que nous devions les interpréter comme une condamnation de la femme, mais ils signifient certainement que la femme n'avait pas droit à autant de considération que l'homme, n'était pas mise sur le même plan que lui, mais lui était d'une certaine manière subordonnée. Nous savons tous que l'émancipation a considérablement modifié cette situation. Mais les femmes n'ont pas encore suffisamment pris leur indépendance pour comprendre que leur propre personnalité a autant de valeur que celle de l'homme. Nous avons vécu pendant si longtemps dans une société de type patriarcal qui réprimait plus ou moins l'individualité de la femme qu'il nous est extrêmement difficile de nous débarrasser de l'idée de la supériorité de l'homme. C'est difficile pour les hommes et pour les femmes. C'est particulièrement difficile pour ces dernières. Elles ont adhéré si longtemps aux valeurs masculines que leur liberté leur semble trop souvent résider dans une identification à ces valeurs et non dans la création de leurs propres valeurs. Qu'entendons-nous par valeurs féminines? C'est peut-être là que la typologie de Jung peut nous aider. Les hommes en général, bien qu'il faille se garder de trop généraliser, les hommes donc appartiennent au type intellectuel, alors que les femmes en général, et de nouveau il faut manier prudemment les généralisations, sont d'une nature plus sensitive. Or, pendant longtemps, on a considéré les sentiments comme étant inférieurs à l'intellect. On parle d'émotivité et de sentimentalisme bête. On dit « ne sois pas aussi sentimental ». Et on ne comprend pas que les sentiments ont une importance primordiale et un pouvoir créateur dans notre vie et dans notre société. Les sentiments, ce sont les relations humaines sans lesquelles notre culture s'effriterait. Elle est d'ailleurs déjà menacée d'effritement par une hypertrophie de l'intellect. La technique et la science sont des choses magnifiques, mais elles excluent les relations humaines. Et c'est très précisément à ce niveau-là que les femmes peuvent jouer un rôle important dans l'évolution future de l'humanité, en établissant la liaison entre la science et la valeur humaine, entre la science et la relation humaine. On peut peut-être affirmer qu'à moins d'accepter, de soutenir, de développer les valeurs féminines, le sens de relatif, l'appréciation subjective de la croissance et de la valeur, notre vie est condamnée à se vider de toute substance humaine. Dans Problème de l'âme moderne, Carl Gustav Jung écrit « La femme sait de plus en plus que l'amour seul lui donne la plénitude du développement. De même que l'homme commence à saisir que l'esprit seul donne à sa vie son sens le plus noble, et tous deux, au fond, cherchent le rapport qui les unira, parce que l'amour a besoin, pour se compléter, de l'esprit, et l'esprit de l'amour. » La réintégration du féminin dans notre vie, telle que nous l'avions vue dans la symbolique de l'alchimie, et cette réintégration mise en pratique dans notre vie quotidienne, telle que le docteur Adler à Londres vient de nous l'exposer, nous en avons maintenant une confirmation par Gilbert Durand, avec des exemples pris non seulement dans les époques, mais dans les civilisations. La méthodologie de notre science et la pédagogie qui en est résultée a masculinisé, à supprimer cette androgénéité primitive au profit du héros animus, n'est-ce pas? Toute notre science s'est pensée d'abord, songez aux scientistes de la fin du XIXe siècle, ce sont des savants austères à lunettes, à lorgnons, à barbe, n'est-ce pas? Et lorsque Marie Curie apparaîtra dans cet horizon, ça sera vraiment un miracle, n'est-ce pas? Parce qu'on ne pensait pas à une science féminine. Notre science a été d'abord, et notre science, notre administration, notre bureaucratie, nos institutions,
notre juridiction même, un magistrat, un juriste pourrait vous le dire, a été avant tout axée sur l'homme, chef de famille, constitutif de la société, responsable, la femme étant à la rigueur la distraction, le repos du guerrier, la femme enfant, la femme fleur, etc. Mais il n'en a pas été ainsi à toutes les époques en Occident. Pensez que Saint Bernard, protecteur et fondateur, je n'ose pas dire fondateur, non mais protecteur de l'ordre du Temple, prédicateur de la croisade, est aussi tout de même l'instaurateur du culte marial en Occident chrétien, n'est-ce pas? Le chevalier et sa dame, c'était deux choses qui jouaient, et mon ami René Nelly a écrit tout un livre sur l'érotique des troubadours. Il y avait un système d'érotique codifié, n'est-ce pas? Une législation dans ces cours d'amour de l'éros qui n'existe plus, si bien que l'anima continuant d'exister réapparaît, n'est-ce pas? Parce que c'est toujours le même problème. On ne supprime pas parce qu'on gomme, parce qu'on cache. On cache, on met sous pression, et alors vous avez, non pas de l'érotisme qui réapparaît, mais de la pornographie. Dans les sociétés, au contraire, où on a su garder cet équilibre, dans un certain islam oriental, chiite, par exemple, dans le concert spirituel, en Perse, en Iran, eh bien, on met au centre du concert spirituel la plus belle jeune fille de l'assistance, qui est le point de mire de la méditation. Mais l'islam a été aussi, lui aussi, assez porté sur l'animus. En général, l'islam sunnite surtout. Mais dans de grandes traditions culturelles comme celle du bouddhisme mahayaniste, comme celle de l'hindouisme, des hindouismes, la femme et l'érotisme, c'est-à-dire l'éros, n'est-ce pas? C'est-à-dire l'application de l'homme sur la femme. L'image est presque tantrique, n'est-ce pas? Toute la sculpture tantrique tibétaine ou japonaise représente l'accouplement de la divinité et de sa Shakti. Et cela n'est pas du tout choquant. Ça n'est pas pornographique parce que c'est intégré dans un système de représentation et de valeurs qui précisément nous manque en Occident. Alors, Anima se venge, n'est-ce pas? Elle se venge d'Animus en Occident. Elle réapparaît d'une façon défigurée, d'une façon masquée, d'une façon douteuse, au lieu de l'androgyne primitif, au lieu de ce Shiva que vénère l'Inde, qui est à demi-femme, n'est-ce pas, dans beaucoup de statues. Il y a un côté femme et un côté homme dans Shiva. Au lieu de ces divinités qui sont accouplées à leur puissance, à leur Shakti, eh bien, chez nous, l'anima réapparaît. Alors, elle réapparaît soit de façon masculinisée, ces femmes en pantalon, n'est-ce pas, ces femmes qui fument trop, ces femmes qui se masculinisent, ou alors elles se débrident. Il y a eu toutes sortes de, je ne veux citer aucune star, n'est-ce pas, mais il y a eu des stars représentant cette hyper-féminité dans la société. La vampe, on peut parler de la grande Marlène Dietrich au départ, n'est-ce pas, qui a été l'exemplaire de cela, et puis une vampe qui est devenue de plus en plus, elle n'était pas chez Marlène, mais de plus en plus pornographique, parce qu'elle était refusée par le contexte culturel, n'est-ce pas? Elle n'était pas intégrée dans un système culturel. Nous pensons que l'homme est la vertu, que l'homme est la force, que l'homme est la science, que l'homme est le savoir. Si la femme veut être le savoir, la vertu, la science, la force, elle doit se faire homme. Et c'est là, n'est-ce pas, où précisément la civilisation ne tourne pas rond chez nous. Cette civilisation qui ne veut pas se boucler sur cela. C'est pour ça que la pornographie envahit tout et remplace un érotisme sain. Pour connaître la position de Carl Gustav Jung vis-à-vis de la sexualité et expliquer son débordement dans notre monde contemporain, je voudrais vous lire ici 2 extraits. Le premier est tiré de Métamorphose de l'âme et ses symboles. La sexualité, étant exagérément méprisée, maltraitée et refoulée par notre culture, qui lui refuse une place au soleil et l'empêche de jouer son rôle normalement, cherche forcément une issue ailleurs. Tâche de se frayer un chemin à travers des domaines étrangers, quitte à faire des détours presque incroyables. Elle essaie de se faufiler n'importe où à la faveur d'un déguisement, si bien qu'on peut s'attendre à la rencontrer un peu partout, sous un accoutrement qui la rend méconnaissable. Ainsi, l'idée de la compréhension intime d'une âme humaine, chose belle et pure, est souillée, défigurée, jusqu'à répugner dès que s'y infiltre la signification sexuelle indirecte.
L'expression directe et spontanée de la sexualité est un phénomène naturel, qui comme tel n'a rien de laid ni de repoussant, tandis que son refoulement moral la rend d'une part sale et hypocrite, d'autre part insolente et importune. Et l'autre extrait est tiré de Problèmes de l'âme moderne. La sexualité normale, expérience que les conjoints partagent et qui semble avoir chez eux la même orientation, renforce le sentiment d'unité et d'identité. On appelle cet état harmonie totale. On le chante comme un grand bonheur, un cœur et une âme. Et à juste raison sans doute, car le retour à cet état d'inconscience et d'unité instinctive d'autrefois est comme un retour à l'enfance, d'où le comportement puéril de tous les amoureux. Et plus encore, c'est comme un retour dans le sein maternel, dans les eaux mystérieuses, pleines d'une abondance créatrice encore inconsciente. En vérité, il est impossible de le nier, c'est faire vivre en soi la divinité dont la toute-puissance efface et engloutit tout ce qui est individuel. C'est une véritable communion avec la vie et la destinée impersonnelle, la volonté opiniâtre de conservation personnelle est brisée. La femme devient mère, l'homme devient père, et tous deux perdent de ce fait leur liberté pour devenir les instruments de la vie en marche. Dans la perspective de la psychologie jungienne, qui veut, à travers le processus d'individuation que nous avons étudié lors de nos premières émissions, le plein épanouissement de l'homme et de la femme, la plénitude d'eux-mêmes, la plénitude de leur psyché, je demandais à Marie-Madeleine Davy, qui est maître de recherche au CNRS, de bien vouloir tirer pour nous les conclusions sur la situation de la femme dans la société présente et dans la société future. Il y a une femme qui me semble avoir très bien parlé du problème féminin, c'est Simone de Beauvoir. Et Simone de Beauvoir disait, la femme doit se faire, doit se conquérir de la même manière que le noir est en train de se conquérir. Je crois qu'il y a là un problème très aigu, un problème très profond. Puis, il y a un autre thème, qui est celui-ci. L'Église, en tant qu'institution, en tant que collectivité, a en quelque sorte écrasé la femme. Et je vais remonter à l'origine, je vais remonter avec humour à l'origine, c'est-à-dire à la Genèse. L'homme apparaît dans une première création androgyne. Il est Adam Kadmon, homme total. Puis dans une seconde création, il est séparé, il devient Ish-Isha, il est de elle. Puis il y a l'histoire d'Ève, de la fameuse Ève, qui tente Adam. Ce sont là des symboles, et je crois que l'Église, qui a une agressivité contre la femme qu'on ne peut pas nier, a tiré sa pensée de cette histoire d'Ève tentant Adam. Or, Ève n'est pas une femme. Philon l'a montré, bien d'autres l'ont précisé, un Origène par exemple. Elle est le féminin dans l'homme, dans l'être humain. C'est-à-dire, Ève, c'est la perception sensorielle. Et on verra un homme comme Bernard de Clairvaux, au XIIe siècle, dire « mon Ève m'entraîne vers ceci, m'entraîne vers cela ». Et quand, par exemple, chez les pères du désert, on voit ces histoires grotesques à l'égard de la femme, eh bien, il y a cette fausse constitution de l'Ève. Et je crois que l'Église, actuellement, découvre la femme. Et comment est-ce que l'Église découvre la femme? Elle la découvre comme chair, elle la découvre comme corps, c'est-à-dire qu'elle revient toujours à cette constitution première, et comme elle a une certaine haine de la chair, un certain mépris du corps, ce mépris, cette haine, pèse d'un poids extrêmement lourd sur la femme. Aujourd'hui, le monde de ce qu'on appelait les valeurs, étaient des valeurs, je n'en sais rien, est complètement remis en question. Par conséquent, la femme est regardée avec un œil neuf,
Et on s'aperçoit que si on donne à la femme ses chances, c'est-à-dire la possibilité de se tenir comme un être humain à part entière, pour reprendre l'expression de Simone de Beauvoir, elle perd son agressivité à l'égard de l'homme. Il n'y a pas cette espèce d'opposition et de haine qui persiste même dans l'amour entre l'homme et la femme. Il y a le couple, non pas le couple considéré seulement sur un plan sexuel, mais le couple, c'est-à-dire le fait d'être deux, le fait d'être un tout, le fait de retrouver une unité et d'affronter la vie et de faire face à l'existence en dehors d'une solitude physique et d'une solitude morale. Je pense que l'élément femme, la femme, est un être qui va donner à ce monde nouveau, à ce monde merveilleux qui est en train de naître, une consistance et une réalité. Et quand on regarde les hommes et les femmes dans la rue, les jeunes, j'entends, j'habite un quartier, le quartier latin, où l'on voit des jeunes bigarrés, des jeunes qui veulent paraître originaux, on voit que l'homme devient de moins en moins viril, et la femme prend une certaine apparence d'homme, comme si une sorte d'androgyna se liait, comme si l'agressivité était rompue. Je pense que quand il y a ces vêtements bizarres, amusants, je trouve qu'il y a quelque chose là qui s'extériorise, qui est bon, car on est au-delà de cette fausse morale qu'on apprenait dans les écoles. Et enfin, l'homme s'aperçoit, l'être humain, j'entends hommes et femmes, qu'il est à la veille de prendre conscience de sa réalité. Et que pour prendre conscience de sa réalité, c'est-à-dire pour se libérer, il doit faire table rase de tous les préjugés, quels qu'ils soient, politiques ou religieux, ou même d'ordre moral, qu'il doit en quelque sorte reconstituer sa morale, sa religion, une religion intérieure, une morale intérieure, avec une ouverture d'esprit qui en quelque sorte refuse tout jugement. Je pense que la libération de l'homme viendra justement de la chute des collectivités. L'homme prendra conscience de lui, car il dominera sa peur. La peur des préjugés, la peur du qu'en dira-t-on. Cela n'existe presque plus. Ce n'est pas à l'intérieur des partis politiques. Ce n'est pas, il me semble, à l'intérieur des religions que l'homme pourra retrouver sa structure, que la femme moderne pourra s'affranchir de tous ces liens qui, en quelque sorte, la tenaient toujours en retrait. Je crois que c'est dans la mesure où l'homme prend conscience de ce qu'il est, de ses responsabilités, de ses énergies, qu'il acquiert une maîtrise et qu'il n'a peur de rien, ni du ciel, ni de l'enfer, car il sait que le ciel et l'enfer, il les porte en lui, que c'est lui qui leur donne une consistance, et qu'il se libère dans la mesure où il a un amour qui n'est pas possessif, où il refuse toute agressivité. Je pense que là, la femme peut jouer un rôle important, je dirais une sorte de pont. La femme n'est pas liée à la technique. Elle est même en-delà de la technique, ou en deçà, je n'en sais rien. Puis il y a aussi une autre dimension qui se trouve chez la femme. Elle est de l'ordre de l'intuition, d'une certaine lecture, d'une certaine ouverture. La femme sait. Et de même, dans l'homme, l'être humain féminin, c'est-à-dire son Ève, sait. C'est pourquoi je crois qu'il est bien qu'il y a une certaine disparition d'une virilité excessive, et qu'il y ait une disparition aussi, chez la femme, d'une sensibilité trop grande. J'ai tort de dire sensibilité, je dirais plutôt d'une sentimentalité, car il faut une très grande sensibilité. S'il n'y a pas de sensibilité, il n'y a aucune possibilité d'ouverture. En d'autres termes, je crois qu'il y a une nouvelle naissance de l'être humain. Il y a une nouvelle genèse, que l'homme naît, que la femme naît aussi, et qu'ils naissent ensemble. Il n'y a plus l'Ève qui tente Adam.
Il n'y a donc plus d'agressivité. Je pense que ce temps est à venir, que le chemin est à faire, que le sentier est à prendre, mais comme les choses vont très vite, comme elles sont très rapides, très brusques, on peut espérer qu'il y a un nouveau type d'homme et de femme qui est en train de se faire, qui est en train de se créer, et qui prendra une place juste au soleil, et que ce monde nouveau sera un monde plus subtil, moins épais, plus transparent, plus vrai, ne portant pas de masque, refusant ce qu'est mensonge, ne cherchant pas à être compris, ni bien vu, ni même aimé, mais étant ce qu'il est. Je crois que dans cette voie de libération que prend notre monde, la femme joue un rôle de premier plan. Une des plus belles expressions en musique de la délicatesse des sentiments féminins de l'Eros, c'est certainement l'air de la comtesse dans Les Noces de Figaro de Mozart, l'air Dove sono. Voici cet air chanté par Teresa Stichwandal.
mais en fait, à travers ce problème de l'éros et de la réintégration du sentiment dans notre vie, à travers le problème de l'anima et de l'animus, à travers le problème de la dichotomie du symbole et de l'archétype, à travers également toute la symbolique de l'alchimie, et à travers la notion divine en tant que facteur inexplicable, ineffable et qui est en nous. Ce que nous avons abordé tout au long de nos émissions, c'est le problème du rationnel et de l'irrationnel. Et il est bon ici tout d'abord de revenir aux définitions du rationnel et de l'irrationnel telles que Carl Gustav Jung les a données dans les types psychologiques. Tout d'abord, le rationnel. Le rationnel, nous dit-il, veut dire raisonnable, conforme à la raison. Je conçois la raison comme une attitude dont le principe est de modeler la pensée, le sentiment et l'action conformément à des valeurs objectives. Celles-ci s'établissent selon l'expérience moyenne de faits extérieurs d'une part et de faits intérieurs psychologiques d'autre part. L'attitude rationnelle, qui permet de reconnaître les valeurs objectives, n'est point l'œuvre d'un seul individu. C'est le résultat du développement de l'humanité tout entière. La raison humaine n'est donc que l'expression de l'adaptation à la moyenne des phénomènes, déposés dans des complexes représentatifs qui se sont peu à peu organisés pour constituer les valeurs objectives. Dans ces conditions, les lois de la raison désignent et règlent l'attitude moyenne adaptée ou juste. Tout ce qui correspond à ces lois est rationnel, irrationnel, tout ce qui ne coïncide pas avec elles. Dans cette justification du juste milieu par le rationnel, nous retrouvons quelque peu le relent de l'unilatéralité tel que Carl Gustav Jung l'avait défini par « ce n'est que cela ». Et la raison, en effet, peut nous apparaître dans son équilibre que cela. On sait que les philosophes classiques avaient enfermé la raison dans un système très précis de principes, dits des principes rationnels, et de catégories, dites les catégories de l'entendement, catégories qui sont au nombre de 10 chez Aristote et qui sont au nombre de 12 chez Kant. Mais cette raison enfermée dans ces structures bien précises est une raison constituée, une raison qui nous est imposée. Ça n'est en aucun cas la véritable raison, qui est une raison constituante, c'est-à-dire une raison qui s'établit et qui se fait au jour le jour, et qui n'est pas une œuvre morte à travers des cadres désuets. Et ainsi en arrivons-nous à ce que dans la raison elle-même, ces catégories fondamentales que l'on voulait nous imposer soient loin d'être immuables. La notion de substance, par exemple, chez Kant, a presque entièrement disparu. La notion de cause s'efface dans la science devant la notion de loi. Et enfin, la notion de finalité est elle aussi beaucoup plus discutable que toutes les autres notions. Certes, les empiristes, avec Locke, avaient affirmé « rien n'est dans l'intellect qu'il ait été d'abord dans la sensibilité », ce à quoi Leibniz avait répondu « si ce n'est l'intellect lui-même ». Et chez Leibniz, puisqu'il semble admettre que la connaissance est le développement de ces virtualités qui sont en nous, qui sont propres à l'esprit. Il faut bien constater là que nous nous rattachons à la psychologie de Carl Gustav Jung, où s'effectue constamment avec les virtualités un passage de la pensée obscure, par conséquent de l'inconscient, à la pensée claire, c'est-à-dire au conscient. Et lorsque Carl Gustav Jung nous dit que la plupart des valeurs objectives, donc la raison aussi, sont de solides complexes représentatifs transmis depuis un temps immémorial, il rejoint ici la pensée de Herbert Spencer, qui avait ajouté la notion de l'évolution et avec elle celle du passé de l'espèce. Car Spencer reconnaissait que grâce à cette expérience ancestrale héréditaire, l'esprit de l'individu avait cessé d'être cette fameuse tabula rasa et qu'il apportait avec lui, comme d'ailleurs avec les archétypes dans l'œuvre de Carl Gustav Jung, tout un passé héréditaire, tout un ensemble qui est propre à la psyché de l'humanité.
deux formes de la raison, donc, comme Lalande les avait proposées dès 1909, la raison constituée, la raison telle qu'elle existe à un moment donné, telle qu'elle est par exemple dans notre civilisation et à notre époque, et qui est une raison momentanément cristallisée dans un code public de règles constituées et de vérités reconnues, qui est posée comme un absolu par tous ceux qui n'ont pas acquis à l'école des historiens et des philosophes l'esprit critique nécessaire. Disons que c'est l'opinion commune, l'opinion générale. Puis, raison constituante, qui est la raison même dans ce qu'elle a de plus essentiel et qui est une tendance active, personnelle, inventive, de sorte que la pérennité qu'on ne trouve que dans la statique de la raison peut avoir place dans la dynamique ou, comme nous disons aujourd'hui, dans la dialectique. Et ce principe de la raison constituante de Lalande, proposé au début de ce siècle, est directement rattaché à l'individualité dans l'œuvre de Carl Gustav Jung et à l'homme prôné en tant qu'individu dans le plein et total épanouissement de lui-même. Mais quelle que soit la raison, qu'elle soit constituée ou constituante, le principe essentiel qui ne cesse d'être tout au long de cette histoire de la raison, c'est le principe même d'identité. Ce qui est a et a. C'est une expression codifiée d'un besoin de cohérence logique. Mais celui-ci ne peut être atteint que par un certain mouvement dialectique de la pensée qui doit surmonter les constantes et perpétuelles contradictions de l'expérience. Dès l'observation des faits, l'esprit va se trouver devant des oppositions qui sont apparemment très difficiles, sinon impossibles à dépasser. Et la pensée de l'homme adulte va recéler, elle, les contradictions internes. Et nous retrouvons là tous les problèmes de l'homme moderne qu'il nous faut, par la psychologie contemporaine, tenter de résoudre. En effet, notre monde est essentiellement composé de contradictions, et avec le développement des connaissances, avec le développement des civilisations, les contradictions sont de plus en plus nombreuses et de plus en plus difficiles à dépasser. Il faudra donc tout à l'heure que nous posions le problème de savoir si la raison et si ce mouvement dialectique de la pensée est un mouvement suffisant à travers la constitution de notre cerveau pour pouvoir surmonter tous les problèmes que pose le principe d'identité au sein de la raison elle-même. Le rationalisme classique, en s'identifiant à peu près totalement au système de principes et de catégories de la raison elle-même, avait adopté une raison définitive, universelle et éternelle, la même chez tous les hommes, ne changeant pas, n'évoluant pas, et le rationalisme classique s'était condamné lui-même à la sclérose. Mais avant Carl Gustav Jung, déjà en France, un de nos psychologues, Pierre Janet, ne nous avait laissé aucune illusion sur ce fameux principe d'identité considéré comme la norme fondamentale de la pensée rationnelle. Il avait écrit « Le principe d'identité est, disait-on autrefois, une loi absolue de l'esprit à laquelle la pensée ne peut pas échapper. » Quelle erreur! Dans les bavardages, dans les rêves, dans les délires, les contradictions et les absurdités sont perpétuelle. Mais en fait, le rationalisme se base sur la sécurité que donne le principe d'identité. C'est ce qu'a bien exprimé le philosophe James quand il a dit « Le sentiment de rationalité ne serait rien d'autre qu'un état de tranquillité, de paix et de repos pour l'esprit. » En effet, dans un monde en constante évolution, l'homme a besoin avant tout d'adaptation. Et si l'homme fait un effort pour s'adapter, mais s'il sait au même moment que cette adaptation est inutile d'avance et condamnée parce qu'entre-temps le monde lui-même va avoir évolué, si par conséquent il n'existe pas de principe d'identité, il ne peut y avoir dans la pensée de l'homme qu'un immense doute, et cette sécurité dont il a tellement besoin est absolument absente. Et c'est bien, en fin de compte, ce qu'exprime le professeur Müller quand il dit que le rationalisme qui prévaut dans notre pensée occidentale jusqu'à Schopenhauer s'exprime métaphysiquement par l'idée que tout ce qui existe a une raison d'exister, et même une raison d'exister comme ceci ou comme cela, en vertu du principe de raison suffisante
énoncé par Leibniz au XVIIe siècle. Quant à l'irrationnel, comment Carl Gustav Jung le définit-il? Voici un extrait de type psychologique. J'emploie ce terme pour désigner non pas ce qui est contraire à la raison, mais ce qui est en dehors d'elle, ce qu'on ne peut motiver par la raison. Irrationnel est le hasard, bien que sa causalité logique puisse se démontrer après coup. L'explication entièrement rationnelle d'un objet réel, donc pas simplement supposé, est une utopie ou un idéal. L'objet hypothétique peut seul être intégralement expliqué par la logique puisqu'il ne renferme dès l'abord en lui que ce qui a mis la pensée logique. La science empirique elle-même n'opère que sur des objets limités par la raison, laissant de côté intentionnellement le fortuit. Elle ne considère point la totalité de l'objet réel, mais une partie seulement qu'elle soumettra à l'examen logique. Bien que l'irrationnel, comme tel, ne puisse jamais être objet de science, il est cependant très important pour une psychologie pratique d'en apprécier les phénomènes à leur juste valeur, car la psychologie pratique soulève plus d'un problème dont la solution logique est impossible, mais qui, au contraire, en demande une irrationnelle, c'est-à-dire non conforme aux lois de la raison. Si l'on espère ou croit trop fermement que tout conflit doit pouvoir se résoudre selon les lois de la raison, on risque de mettre obstacle à une solution réelle, mais de nature irrationnelle. Or, cet irrationnel, comment est-il né? Il faut toujours en revenir à la philosophie de Kant, puisqu'il a consacré les limites de la raison théorique. Et à partir de cette raison théorique, deux prolongements très importants vont naître. L'un basé, axé sur la volonté, sur une volonté morale, ainsi que sur la dialectique et, en fin de compte, sur la raison. C'est le courant de Fichte et de Hegel. Il va déboucher, comme nous le savons, dans le marxisme et dans le matérialisme dialectique. Et puis, il y a un autre courant dont les grands noms vont être Schopenhauer et Nietzsche, et ce courant est précisément celui de l'irrationalisme contemporain. Cet irrationalisme remet en question l'idée dialectique et marxiste d'un progrès historique. Il représente la contrepartie d'un courant de pensée que nous avons vu à travers tous les siècles classiques, à travers Kant, à travers la Révolution française, à travers le culte de la raison. Il déprécie l'objectivité du réel, car l'irrationalisme affirme que la réalité absolue, celle qui est en soi, celle qui est propre à l'essence, ne peut être saisie par l'intelligence, par la logique et par le raisonnement. En fait, le problème est de savoir si notre raison est bien partie intégrante de la structure du monde. Et s'y étant partie intégrante, elle peut, par conséquent, parfaitement juger par une approche successive, par un développement des connaissances et des techniques, la réalité la plus sûre. Ou bien, cette raison n'est-elle qu'un mirage, qu'une sorte d'accident qui ne nous permet donc pas de participer par la connaissance à la structure vraie du monde, mais qui ne peut que par un jeu intellectuel argumenter sur l'apparence des choses, et par conséquent ainsi expliquer toutes les erreurs de jugement, toutes les erreurs de raisonnement qui sont sans cesse commises. Pour Schopenhauer, avec le monde comme volonté et représentation, l'affirmation est très nette. Notre intelligence humaine est impuissante à pénétrer l'essence des choses. Et toutes les méthodes que l'on peut inventer sont d'avance des méthodes qui sont vouées à l'échec. D'ailleurs, chez le divin Platon,
dans l'allégorie de la caverne. Le monde que nous apercevons est un monde d'images mouvantes. Et en cela, Schopenhauer trouve la vérité la plus profonde. Il se rapproche de la tradition de l'Inde, qui affirme que les êtres humains sont enveloppés dans le voile de Maya, par conséquent que les êtres humains n'ont pas une appréhension réelle de la vérité, mais ne vivent que dans un monde très illusoire. Mais c'est à des modèles éternels qui nous viennent du platonisme que Schopenhauer a recours, car pour lui, les phénomènes du vouloir dans l'espace et dans le temps ne font que reproduire des modèles, des formes, des idées justement de Platon, éternelles et immuables. Et ces idées, qui sont l'essence, le type des choses, viennent rejoindre ce que Schopenhauer a retenu dans Kant, c'est-à-dire les formes a priori de l'espace et du temps. En fait, Schopenhauer aura défendu la vie de l'instinct, la vie des impulsions, la vie des désirs, au-delà de la raison contraignante. Mais voici le grand problème que pose Nietzsche, non pas à travers son œuvre, mais par l'interprétation ultérieure qui a été faite de cette œuvre. À un moment de son existence, Nietzsche se rapproche de Hegel, et tous les deux ont une profonde admiration pour Héraclite, parce que celui-ci est obsédé par le devenir universel. Et Nietzsche, comme Hegel, vont se pencher sur le passé de l'Occident. Ils vont chercher à évaluer le patrimoine de cet Occident. On sait que Nietzsche, à l'inverse de Hegel, va refuser le passé européen, ne va pas du tout chercher à l'intégrer, et qu'il va appeler par un esprit dionysiaque le renversement des valeurs sur lesquelles vit notre Occident. Et d'ailleurs, chez Nietzsche, dans l'opposition entre l'esprit apollinien, qui est la beauté, qui est l'harmonie, qui est la création, et l'état dionysiaque, qui est une ivresse dans laquelle l'homme dépasse ses limites, mais dans la nuit et dans le chaos, nous retrouvons cette opposition des contraires que nous n'avons cessé d'évoquer à travers l'œuvre de Carl Gustav Jung. Ce qui est certainement le plus significatif dans l'œuvre de Nietzsche, c'est la condamnation de Socrate, parce que celui-ci, pour Nietzsche, au nom de la logique, au nom de la dialectique rationnelle, a tué dans l'homme l'esprit tragique, le seul esprit qui permet à l'homme de dépasser ses limites. La puissance de l'instinct seule permet d'élargir la vie. Et pour Nietzsche, comme pour Schopenhauer, les facultés de l'instinct, dès l'instant qu'elles ne peuvent pas s'exprimer, sont tout simplement des esprits qui s'ignorent. De même que sur un autre plan, nous avons vu que dans la psychologie de Carl Gustav Jung, ce qu'il s'agissait de réintégrer dans la vie de l'homme, ce sont ces puissances, ces virtualités dans l'inconscient, et que nous ne laissons pas parvenir à notre conscient, et par conséquent nous aider à une meilleure totalité de nous-mêmes dans notre vie quotidienne. D'ailleurs, dans le prolongement de la condamnation de la pensée logique de Socrate au cogito ergo sum de Descartes, Nietzsche va opposer le es denkt, ça pense. Ce qui veut dire que une pensée survient quand cette pensée veut, quand la vie de notre inconscient le veut, et en aucun cas quand, par ma vie consciente, je le veux. Et Nietzsche va employer la formule dans le même état d'esprit du wirst getan, tu es agi. Donc, ce que va nous enseigner Zarathustra, c'est de briser les liens de la logique. Il va s'agir par conséquent de parvenir à des formes supérieures de vie et à un nouveau type d'homme qui ne sera plus aliéné. Or, la malédiction qui entoure la pensée de Nietzsche, c'est d'affirmer qu'elle est à l'origine du national-socialisme. Déjà, contre Hegel, il y avait eu une accusation d'apologie de l'État prussien réactionnaire. Mais il faut préciser là que ni Karl Marx ni Hegel ne s'étaient laissés prendre à cette accusation.
Mais pour Nietzsche, 25 ans après la fin de la dernière guerre, on affirme que sa pensée et par conséquent l'irrationalisme sont à l'origine de la monstruosité que fut le national-socialisme. Et le théoricien marxiste hongrois Georges Lukács nous le confirme lorsqu'il dit que l'irrationalisme de Schopenhauer et de Nietzsche constitue l'une des pages les plus honteuses de l'histoire de l'Allemagne. Cependant, au sein de doctrines rationalistes qui se réclament de la raison, il a existé également les abus de la terreur sous la Révolution française. Et dans le monde marxiste, il a existé les abus d'un Staline, abus qui sont maintenant dénoncés. On ne met pas en cause pour cela le rationalisme par suite de ces erreurs et de ces abus. Alors, pourquoi mettre en cause l'irrationalisme uniquement au nom d'une doctrine de haine, de déchéance, de mépris de l'homme, et une doctrine qui, de ce fait même, n'a absolument rien à voir avec l'irrationalisme? Mais, allez-vous me dire, pourquoi ce long exposé sur le rationnel et l'irrationnel? Bien sûr, nous avons vu dès la première de nos 8 émissions la difficulté de pénétration de la pensée de Carl Gustav Jung dans notre monde cartésien. Bien sûr, nous avons tout à l'heure entendu avec la définition de l'irrationnel par Carl Gustav Jung l'importance que cette notion a dans la psychologie pratique, puisque Carl Gustav Jung nous précise bien que si l'on espère ou croit trop fermement que tout conflit doit pouvoir se résoudre selon les lois de la raison, on risque de mettre obstacle à une solution réelle, mais de nature irrationnelle. Si nous nous sommes tellement penchés sur ce problème, c'est qu'à travers les difficultés de notre monde contemporain, il y a à coup sûr un problème de la conjonction des opposés que nous n'avons cessé d'étudier au cours de nos émissions, conjonction des opposés précisément dans le rationnel et l'irrationnel. Voici d'ailleurs un extrait des types psychologiques. À côté de vérité rationnelle, il en est d'irrationnel. Ce qui, dans les choses humaines, semble impossible par la voie de l'intellect, c'est souvent avéré par la voie de l'irrationnel. En fait, les grandes transformations de l'humanité ne se sont pas toujours accomplies par la voie du calcul intellectuel, mais bien par des voies qui échappent aux contemporains, qui l'écartaient comme insensé, et dont on ne comprit la nécessité interne que beaucoup plus tard. Le plus souvent, on ne les démêle pas du tout, car les lois les plus importantes de l'évolution de l'esprit humain demeurent encore, pour nous, lettres mortes. Et, dans Psychologie de l'inconscient, Carl Gustav Jung précise, le vieil Héraclite, qui vraiment était un grand sage, a découvert la plus merveilleuse de toutes les lois psychologiques, à savoir la fonction régulatrice des contraires. Il l'a appelée énantiodromie, la course en sens opposé, ce par quoi il entendait que toute chose un jour se précipite dans son contraire. C'est ainsi que l'attitude rationnelle civilisée aboutit nécessairement à son contraire, c'est-à-dire à la dévastation irrationnelle de la culture. En fait, on n'a pas le droit de s'identifier avec la raison même, car l'homme n'est pas seulement raisonnable, il ne peut pas l'être et ne le sera jamais. Tous les maîtres d'école de la civilisation devraient en prendre bonne note. L'irrationnel ne doit et ne peut être exterminé. Mais alors, trouve-t-on dans la psychologie de Carl Gustav Jung une indication sur la façon de résoudre les problèmes de civilisation? Et est-ce que la psychologie de Carl Gustav Jung est une psychologie qui se poursuit au-delà de la mort de son auteur, à travers les civilisations et à travers les siècles? Nous devons ici aborder une notion dont nous n'avons pas du tout parlé lors de nos émissions précédentes et qui est une notion très importante, c'est celle de fonction psychique. Carl Gustav Jung distingue 4 fonctions psychiques, la pensée et le sentiment d'une part, la sensation et l'intuition d'autre part. Nous allons voir beaucoup plus en détail chacune de ces fonctions, mais ce qu'il faut préciser tout de suite, c'est qu'elles sont dotées chacune d'énergie spécifique, d'une tension énergétique qui préside à leur activité, et que
si une de ces fonctions n'est pas employée, elle se déroule alors et se perd dans l'inconscient ou elle suscite une activation peu naturelle de celui-ci. Elle se manifeste donc toujours que nous le voulions ou non. 4 fonctions donc. D'abord, la pensée. La pensée nous dit, après que la sensation a constaté la présence d'un objet dans l'espace où nous sommes, ce qu'est cet objet. La pensée est une fonction rationnelle. Il existe ensuite le sentiment, en voici la définition. De la chose à moi ou de moi à la chose existent des rapports, des liens. D'une façon ou d'une autre, je me trouve affecté par tout objet qui est agréable ou désagréable, attachant ou repoussant, que je désire ou que je hais. C'est ici la sphère du sentiment. Le sentiment me dicte la valeur qu'a un objet pour moi. C'est une fonction rationnelle qui formule un jugement précis. Vous allez être surpris, bien entendu, d'entendre qualifier de rationnel le sentiment. Mais Carl Gustav Jung nous précise sa pensée. Naturellement, l'expression rationnelle relève en première ligne de la pensée, mais le sentiment, lui aussi, établit des jugements. Nous jugeons aussi avec notre sentiment qui a sa logique particulière. Les jugements que le sentiment établit ne sont pas simplement irrationnels. Ils sont logiquement fondés et sont l'aboutissement d'une démarche intérieure absolument conséquente. Un jugement émis par le sentiment jouit en soi de la même évidence, de la même validité qu'un jugement intellectuel et logique. Pensez à tous les jugements sentimentaux qui existent et qui ont force de loi. Ils ne sont pas purement subjectifs, mais reposent sur toute une échelle de valeurs. Nous avons par exemple des critères esthétiques et moraux qui valent pour quelques siècles, tels la notion de beau, celle du bon et du bien. Par conséquent, les sentiments entrent dans une codification de la société dans laquelle nous vivons, et c'est à ce titre précisément qu'ils sont rationnels. Ensuite existent 2 fonctions qui, elles, sont irrationnelles. Il y a d'une part la sensation. Dans l'espace extérieur figurent des objets qui sont manifestement différents de nous-mêmes. Pour percevoir le monde d'objets et pour nous orienter en lui, nous utilisons surtout les impressions sensorielles. Je les réunis sous la rubrique de la sensation qui les englobe toutes. Enfin, une autre fonction irrationnelle, c'est l'intuition. La chose renferme des traits dénotant le passé et faisant pressentir l'avenir. Les traits, cependant, ne sont pas incorporés à la forme actuelle. Ils lui prêtent seulement une atmosphère qui flotte et l'entoure. Certes, les sens, là encore, peuvent nous être de quelque utilité. La pensée, elle aussi, peut se livrer à quelques constatations, mais en outre, il y a le domaine des suppositions, des pressentiments, des impressions vagues, comme nous les nommons. Nous avons un certain flair pour l'origine des choses et nous pressentons leur évolution, leur devenir futur. C'est là, la sphère de l'intuition. Or, il est certain que notre société vit dans la psychologie jungienne uniquement sur 2 fonctions psychologiques, qui sont la pensée et le sentiment, au sens où Carl Gustav Jung entend ce dernier. Par conséquent, sur 2 fonctions strictement rationnelles. Quant aux 2 autres fonctions qui sont irrationnelles, la sensation et l'intuition, nous les avons bannies de notre vie. La sensation, parce qu'elle montre que nous ne sommes pas maîtres de nous-mêmes lorsque nous arrive un élément fortuit, et nous avons horreur de ne pas être maître de nous-mêmes, et l'intuition parce que nous nous en méfions. Et c'est là, certainement, qu'est notre tort profond. Nous n'évoquerons pas Descartes, Kant ni Bergson pour lesquels il ne peut y avoir d'intuition fausse. Nous nous en tiendrons uniquement à Henri Poincaré, le célèbre mathématicien. Dans l'invention mathématique, il y a, d'après lui, 3 phases dans le travail de la création, même scientifique. Il y a premièrement un stade de recherche consciente qui n'aboutit pas. Puis intervient un 2e stade où l'intuition, qui est irruption de la solution ou de l'idée dans la conscience avec un contexte affectif spécial de plaisir-enchantement, se situe après ce premier travail conscient de recherche qui n'a pas abouti.
car de tous les systèmes qui se forment au hasard du brassage inconscient, il arrive un moment où un ensemble fait par son harmonie une pression particulière sur la conscience, et une sensibilité esthétique profonde, l'intuition, nous avertit de son existence et de sa valeur. À ce moment intervient un troisième stade, et qui est le dernier stade conscient, où notre esprit va exploiter et vérifier l'intuition. Mais nous voyons combien dans un esprit mathématique et scientifique comme Poincaré, une importance capitale est donnée à une fonction irrationnelle qui est l'intuition. Et notre monde moderne est un monde tellement complexe que le cerveau humain d'un homme même exceptionnellement doué ne peut plus intégrer toutes les données qui sont à la base et à l'origine d'un problème. Il faudrait intégrer 50 000, 60 000, 80 000 données. Seul un ordinateur peut le faire. Mais un ordinateur n'est qu'un instrument de calcul qui propose des solutions possibles et qui jamais ne donnera la solution sûre. Par conséquent, comment faire pour éviter cette angoisse dans laquelle nous nous trouvons, par laquelle notre conscient, notre esprit s'efforce sans cesse d'être à la mesure de ce monde technique qui devient de plus en plus complexe, de plus en plus diversifié, qui exige de plus en plus de connaissances et qui nous oblige à intégrer de plus en plus de données. Ce que nous ne pouvons pas faire, les limites de notre conscient sont atteintes d'ores et déjà maintenant dans la condition physiologique actuelle de l'homme. Alors, quelle est la solution ? Mais précisément dans ce que refuse dans notre société occidentale l'homme qui se veut avant tout efficace, c'est-à-dire l'homme qui, par la raison, par la logique, agit sur la matière et obtient un résultat probant sur cette matière, un résultat d'argent ou un résultat de changement de la matière tel qu'il l'espérait. Mais pourrons-nous toujours uniquement baser notre action sur cet aspect logique et rationnel et sur la matière? Nous avons vu qu'en psychologie jungienne, on n'effaçait jamais totalement une fonction psychologique parce qu'on avait décrété de la reléguer au second plan. En réalité, elle continue à être dotée de sa puissance efficace et cette fonction psychologique reléguée dans notre inconscient y vit. Elle attend le moment de se manifester et nous pouvons être assurés que dans une vie strictement rationnelle et strictement ordonnée et strictement efficace, à un moment donné, vont apparaître des mouvements de notre inconscient qui vont nous-mêmes nous étonner et qui seront à coup sûr la cause de catastrophes inéluctables. Ces catastrophes inéluctables, à l'échelon individuel, nous les constatons dans les névroses et dans la schizophrénie qui se coupent de la société. Mais à l'échelon des civilisations, ces catastrophes ne sont encore que légèrement apparentes. Elles ne sont pas probantes, mais elles nous menacent. Si, dans notre civilisation occidentale, nous ne réintégrons pas le féminin avec le masculin, le sentiment féminin, l'éros, avec la logique masculine, le logos. Si nous ne reprenons pas en considération la vie de notre inconscient pour l'associer à la vie de notre conscient, si nous n'admettons pas l'irrationnel côte à côte avec le rationnel, eh bien nous aboutirons en matière de civilisation aux mêmes catastrophes que celles que nous constatons à l'échelon individuel avec les névroses et les schizophrénies. Face à cet immense danger qui est en nous, seule l'intégration des opposés nous permettra d'assurer la totalité de l'homme. Et voici un extrait de Problème de l'âme moderne. La psychologie analytique est une réaction contre une rationalisation exagérée de la conscience qui, dans son effort pour produire des processus dirigés, s'écarte de la nature, arrachant l'homme à son histoire naturelle pour le transplanter dans un présent borné par la raison, étendu par le court espace de temps qui sépare la naissance de la mort. Cette étroitesse fait naître un sentiment de fortuit et d'absurde. Ce sentiment nous empêche de vivre notre vie avec le sérieux indispensable pour qu'on puisse l'épuiser totalement. La vie devient superficielle et ne traduit plus complètement l'homme. Une quantité de vie non vécue retombe dans l'inconscient. On vit comme si l'on marchait avec des souliers trop étroits. La qualité d'éternité, si caractéristique de la vie du primitif, manque absolument à la nôtre. Le mur du rationalisme nous isole de l'éternité de la nature.
La psychologie analytique cherche à percer les murs en exhumant les figures imaginatives de l'inconscient que l'entendement rationnel avait auparavant rejetées. Ces images sont au-delà du mur. Elles font partie de la nature en nous, qui, profondément enfuie, semble être derrière nous et contre laquelle nous sommes retranchés derrière les murs de la ratio. Ainsi, naquit le conflit avec la nature que la psychologie analytique tente à supprimer, non pas en préconisant, comme Rousseau, le retour à la nature, mais tout en conservant fermement le degré moderne de ratio heureusement atteint, en enrichissant notre conscience de la connaissance de l'esprit naturel. Nous voici parvenus à la fin de nos 8 rencontres sur l'œuvre de Carl Gustav Jung, et j'éprouve, je ne vous le cacherai pas, une certaine angoisse métaphysique devant la gravité des problèmes philosophiques, religieux, psychologiques que nous avons abordés à travers l'œuvre du médecin suisse. Notre société et par conséquent notre civilisation occidentale sont en pleine évolution et nous espérons tous en un monde meilleur, plus juste, où l'homme pourra parvenir à son plein épanouissement et à la totalité de lui-même. Mais il faut bien nous rappeler qu'aucune civilisation n'est jamais née entièrement du néant. Elle est toujours née à partir des structures des civilisations précédentes. Et je trouve ici très important de vous lire une déclaration que Carl Gustav Jung avait faite au séminaire de Bâle d'octobre 1934. Il avait dit « Comment puis-je aimer mon prochain si je ne m'aime pas moi-même ? Comment pouvons-nous être altruistes si nous ne nous traitons pas convenablement? Mais si nous nous comportons convenablement envers nous-mêmes, si nous nous aimons, alors nous faisons des découvertes et nous voyons ce que nous sommes et ce que nous devons aimer. Commençons par aimer la civilisation dans laquelle nous vivons et nous comprendrons mieux et aimerons mieux les civilisations qui ne sont pas les civilisations occidentales. Et puis également, aimant notre civilisation et notre culture, nous pourrons bâtir avec amour cette nouvelle civilisation, cette nouvelle culture, cette nouvelle forme de société qui inéluctablement apparaissent maintenant et dont nos générations ont la responsabilité. Je voudrais enfin ici faire état d'une visite que j'ai rendue à Marguerite Stenlen. Marguerite Stenlen avait en 1955, il y a par conséquent 15 ans, produit à la RTF à l'époque, avec des moyens inférieurs à ceux dont j'ai eu la chance de disposer, une émission sur Carl Gustav Jung. D'ailleurs, la déclaration de Gaston Bachelard, dont vous avez entendu un extrait lors de notre première émission, provenait de cette production de Marguerite Stenlen. Et elle m'a montré la lettre que Carl Gustav Jung lui avait écrite pour la féliciter et pour la remercier. Et il portait dans cette lettre l'espoir que sa pensée soit un jour connue et appréciée dans le pays de Descartes. C'est sur une pensée de Carl Gustav Jung, extraite de Problèmes de l'âme moderne, que nous nous quitterons. Des hommes modernes, ou mieux vivant dans le présent immédiat, il n'en est pas beaucoup. Car leur existence exige la plus haute compétence de soi, une conscience intensive et extensive à l'extrême, avec un minimum d'inconscience. Car celui-là seul est entièrement présent, qui a une pleine conscience de son existence d'être humain. Entendons-nous bien, ce n'est pas l'homme actuellement vivant qui est moderne, car alors tout ce qui vit aujourd'hui le serait. C'est seulement celui qui a la plus profonde conscience du présent. C'était Carl Gustav Jung ou la totalité de l'homme futur, une émission de Bernard Latour, avec Gilbert Durand, professeur d'anthropologie culturelle et sociale à l'université de Grenoble,
et au Centre universitaire de Chambéry. Le docteur Adler de Londres et Marie-Madeleine Davy, maître de recherche au CNRS. Émission réalisée avec le concours de Radio Zurich et de la Südwestfunk. Assistante Marie-Laure Bord.